le référendum qui est proposé le 9 juillet portant sur la révision de la Constitution sur l'initiative du gouvernement, à l'analyse du document, on est arrivé à la conclusion que ce serait un recul de la démocratie, ce serait une caution à la mauvaise gouvernance, à la corruption, et ce serait contribuer à la déliquescence, à la décadence des conditions de vie des Maliens. Autrement dit, ce serait créer les conditions d'augmenter plus de misère, plus de souffrance, de destruction des cadres de vie des Maliens. En cela que le référendum, il est un mode de consultation démocratique et la Constitution adoptée le 25 février 1992, elle-même prévoit sa révision au suivant des procédures. En tant que républicains et citoyens, nous ne sommes pas contre le changement. Le changement, par essence, est censé apporter un plus, est censé apporter une innovation, est censé apporter une performance de l'existant et en vue de l'adapter au réel et de contribuer à optimiser les acquis. Mais si à l'analyse de ce qui est proposé pour donner ou aboutir à cela, on constate qu'au contraire, il va nous ramener en arrière et nous faire perdre l'existant et pire, accroître ou bien augmenter les conséquences. Il incombe à chaque citoyen de se positionner en âme et en conscience et par devoir citoyen. C'est ainsi que nous avons pris ce projet de constitution dans la forme déjà, suivant les arguments avancés par le ministre en charge de réforme de l'État, Maître Kassim Tapo, quelque chose ne va pas là-bas. En disant que ce n'est pas une révision de confort, mais plutôt une exigence politique, une exigence de l'accord, cela atteste à suffisance, franchement, le mépris des autorités par rapport au respect de la Constitution et une forfaiture grave sans précédent. Parce que, comme le stipule la Constitution de 1992, tout accord intervenu entre l'exécutif de l'État du Mali et un autre État souverain ou une organisation internationale, et pour que cet accord puisse s'appliquer à l'intérieur du Mali, il faudrait qu'il passe d'abord à l'Assemblée nationale, qu'il soit ratifié. Et quand il a ratifié, il reçoit le titre de traité. Et à ce moment, il a plus de valeur sur la Constitution. Et donc, il reviendra à la Constitution si, en cas de divergence entre les dispositions, de s'adapter au traité qui est supérieur à la Constitution suivant les normes hiérarchiques des juridiques. Donc, mais l'accord qui a été signé en Algérie, comme son nom même l'intitule, c'est un accord intermalien. Si c'est un accord intermalien, c'est comme un accord intervenu entre le gouvernement et le syndicat des médecins, entre le gouvernement et le syndicat des magistrats, entre le gouvernement et le syndicat des enseignants. Un accord intervenu entre les Maliens ne saurait valoir la valeur d'un traité. Et tel que le droit interne le dit, la Constitution est la norme suprême des normes juridiques au Mali. Toutes les autres normes inférieures, à savoir la loi, l'ordonnance, le décret, l'arrêté, les circulaires, doivent se conformer à la Constitution et non le contraire. Donc, bon Dieu, au nom de quoi on dit à la signature de l'accord que c'est un accord entre Maliens. Et le préambule le stipule, les partis signataires reconnaissent l'intangibilité du territoire malien. Ils reconnaissent l'unicité du peuple malien. Ils reconnaissent la forme républicaine du peuple malien. Donc à partir de ce moment, il n'y a pas de signature entre l'État du Mali et un autre État. Il n'y a pas de signature entre les Maliens et un autre citoyen. Puisqu'ils reconnaissent tous être Maliens, donc en ce moment, seule la Constitution à l'intérieur de l'État du Mali prévaut. Donc il revenait à l'accord de s'adapter à la Constitution. Et il en a été le cas quand il a s'agit d'installer les autorités intérimaires. Parce que l'accord prévoit la mise en place des autorités intérimaires dans la région du Nord. Et les rebelles, les signataires entendaient par là que l'exécutif allait prendre une ordonnance pour dissoudre les conseils communaux et les remplacer par l'autorité. Mais quand la question est arrivée au niveau interne, suivant la Constitution en son article 97 et 18, les députés ont dit tout ce qui touche au fonctionnement des constitutions relève du domaine législatif et non de l'exécutif. Donc ce n'est pas par ordonnance qu'on va installer les autorités, mais c'est par une loi. C'est ainsi que les députés se sont appropriés de cette partie de l'accord, maintenant pour ériger les critères d'installation des autorités et de la qualité des personnes devant faire membre là-dedans. Donc quand on a respecté l'accord
la Constitution en adaptant l'accord à cela, mais pourquoi on vient nous dire que c'est l'accord qui nous demande de changer la Constitution pour l'adapter à l'accord, ce qui serait une violation du serment du président de la République qui a juré de respecter et de faire respecter la Constitution. Respecter la Constitution veut dire agir suivant la Constitution. Faire respecter la Constitution veut dire veiller sur tout le monde à agir dans le cadre de la Constitution. C'est ça, faire respecter. Maintenant, si l'accord arrivait et qui contenait des dispositions contraires à la Constitution, il revenait au président de veiller à ce que dans l'application de l'accord, on ne puisse violer la Constitution. Mais quand le président lui-même se rend coupable de transformer la Constitution pour l'adapter à la Constitution, ça veut dire que la Constitution vient d'acquérir la valeur juridique d'un traité. Donc là, ça ne va pas déjà. Rentrons dans le fond. On s'est dit que je ne pourrais pas cautionner déjà la démarche entreprise. Quand on rentre dans l'analyse du fond, à supposer même qu'on soit toujours dans l'esprit de l'accord, un document juridique, il est conçu suivant un plan. Le préambule détermine les objectifs, l'esprit de l'accord. Que ce soit un contrat civil, un contrat commercial, un contrat public et administratif, tel le cas actuel, le cas de l'espèce. Partout où vous entendez le préambule, ça veut dire qu'il y a des principes auxquels on est d'accord et vers lesquels on converge. Et tous les autres qui découlent après le principe, qui s'entend par les titres, les chapitres, les articles, tout, sont là pour aider aux parties de pouvoir atteindre les objectifs, les grandes lignes, les principes déterminés dans le préambule. C'est ça le but du préambule d'un accord. Le préambule pose comme cause de la rébellion le déficit de démocratie. Autrement dit, l'insuffisance de participation des populations dans la gestion des affaires publiques. Et que donc, pour que plus jamais les gens ne reprennent les armes pour demander plus de participation à la gestion des affaires publiques, plus de contrôle citoyen, il faudrait renforcer les instruments démocratiques permettant aux citoyens de participer. Et comme proposition de participation des citoyens au contrôle citoyen à la gestion des affaires publiques, l'accord propose le Sénat. Ok? L'accord pose dans le préambule comme cause de revendication par les armes et par les rebelles la mauvaise gouvernance, la corruption, et que donc pour pallier à la mauvaise gouvernance, optimiser ou bien inciter à la bonne gouvernance, l'éthique professionnelle, l'accord prévoit que si les citoyens et que le Sénat, en plus de permettre la participation des collectivités, va servir d'une deuxième chambre de contrôle de l'exécutif. Ok? Et que la démocratie étant renforcée, la bonne gouvernance étant assurée, forcément, le troisième objectif visé par l'accord, qui est l'amélioration des conditions de vie des citoyens, serait acquise. Parce que tout fonds ou tout argent destiné à créer les cadres d'addiction d'eau, de santé, d'éducation, de création d'emplois, de soutien aux initiatives privées, seront là, bien gérés, au bénéfice des citoyens. Revenons sur le premier objectif, le renforcement des démocraties. Le projet porté par le gouvernement Ibeka et Kassim Tapo, qui sera soumis au référendum le 9 juillet, prévoit la création du Sénat. Déjà, dans l'esprit de la création du Sénat, on propose on avance deux arguments. Le premier, qu'il s'agit de combler le déficit de participation des citoyens dans la gestion, et particulièrement les collectivités territoriales. Et que donc le Sénat, qui est cette chambre qui est composée des conseillers communaux, et d'où son mode d'élection indirecte, c'est que les conseillers qui prennent part, on s'est posé la question pour que nous puissions penser à créer une chambre dans laquelle peuvent faire partir les collectivités territoriales pour que leurs aspirations soient prises en compte par le législatif, la Chambre des députés et l'exécutif. Il faudrait que le Haut Conseil des collectivités qui était dans la Constitution en vigueur actuellement ait montré son insuffisance ou n'ait pas pu permettre aux collectivités de se faire entendre.
Est-ce qu'il y a-t-il un rapport qui atteste que le Haut Conseil des collectivités, qui était une institution, de par ses textes, de par son fonctionnement, n'a pas permis aux collectivités d'être entendues et d'être accompagnées par les lois adoptées par les députés et l'exécutif? Nulle part aucun rapport n'est venu attester l'insuffisance ou les limites des Hauts Conseils de collectivité, ce qui aurait pu justifier alors son remplacement par une deuxième chambre. Ok? Deuxièmement, on nous dit que le deuxième esprit avancé est de renforcer le contrôle de l'exécutif par le Sénat. Donc aucune loi ne passerait sans avoir été adoptée par la deuxième chambre. Donc moi je me dis, pour qu'on puisse penser à doubler le mécanisme de contrôle, il faudrait que le premier mécanisme ait montré ses limites ou ait été débordé, ait montré ses limites par quelque raison qu'il soit, qui vaut aujourd'hui que le contrôle n'est plus aussi efficace et qui serait la cause, si vous voulez, de beaucoup de pratiques attentatoires aux objectifs. Est-ce que vous et moi, on est au Mali, que Pierre ne sache pas comment ça se passe chez nous? Est-ce que nos députés sont débordés par du boulot? Est-ce que nos députés sont tellement débordés que leurs femmes crient qu'on ne voit plus nos maris, que les enfants viennent chercher leurs parents? Combien de lois, de projets de loi portés par l'exécutif a été rejeté par les députés par souci des intérêts du peuple? Les 10 ans de Adema, qu'est-ce qui n'a pas été passé comme à la poste aussi simplement comme projet de loi d'Alpha? Loi portant privatisation de l'éducation, privatisation de la santé, flamme de la paix, brûler les appareils militaires et tout. Qu'est-ce que les députés d'Alpha ont fait, ont rejeté comme projet de loi, pensant que ce ne serait pas bénéfique pour le peuple? Les 10 ans de ATT, les députés ont tout adopté à la va-vite. Privatisation de la CMDT. Aujourd'hui, les travailleurs de l'ICOMA continuent encore à subir les conséquences. Privatisation de la CMDT, baisse du coût de coton, dégradation des conditions de vie des cotonculteurs. Ok? L'accord d'Alger. Pour preuve même, ils ont adopté à plus de 2/3 les projets de réforme constitutionnelle de code de famille, jusqu'à ce que le président est revenu pour dire que je ne vous suis pas les députés. Depuis qu'Ibeka est arrivé, quelle majorité a rejeté? La majorité a rejeté quel projet de loi de Ibeka? On sait le mécanisme d'allégeance des majorités au président en poste. Donc c'est pas par surcharge que les députés aujourd'hui n'arrivent pas à assumer leur boulot. C'est pas par autre chose, mais parce qu'il n'y a pas ce sens de responsabilité. Donc c'est pas un problème d'institution, c'est pas un problème de règles de contrôle, c'est pas un problème de compétences, de pouvoir juridique. Mais c'est une question du sens de responsabilité, c'est une question de morale, c'est une question d'éthique. Peu importe le nombre de chambres de contrôle qu'on va créer, si les hommes devant les animés ne sont pas animés d'esprit de responsabilité, d'esprit de patriotisme, qui n'ont pas la morale de leur profession, ils vont continuer à passer tout ce qu'on va leur solliciter comme la lettre à la poste. Donc ce n'est pas le Sénat, ce n'est pas l'Assemblée qui pose problème, mais c'est la qualité des hommes qui l'anime qui pose problème. Et voilà, on nous dit encore que dans le mode de désignation, que le peuple va avoir à choisir le 2/3 par l'intermédiaire des élus, et le président va avoir à nommer les 3/4. Je vous pose la question. De fait, le président de la République, il est le président de l'Assemblée et du Sénat. De fait, à travers sa majorité, c'est lui qui gère l'Assemblée. Et c'est lui qui va avoir à gérer les trucs. Nous, on se dit que l'Assemblée, le Sénat n'a pas sa raison d'être du fait que la mission qui sera la sienne, elle peut être humblement et largement menée par l'Assemblée nationale. Ailleurs, des États responsables et conscients ont pris conscience de la nécessité de supprimer le Sénat. En France, les rapports concluent vers ça. Macky Sall, quand il a été élu, son premier projet de loi était de supprimer le Sénat. Revenons sur le coût budgétaire. Quel que soit le nombre de sénateurs, ils vont coûter aux contribuables de l'argent. Le budget de fonctionnement, les salaires, l'électricité, les 4x4, les ordinateurs qu'on va payer pour leur fonctionnement. Qui va le payer? L'État. L'État, c'est qui? C'est toi et moi. Ça veut dire que les salaires, l'entretien des sénateurs, le budget de fonctionnement des sénateurs
ils vont le ponctionner sur nos vies. Ça veut dire que l'eau, l'électricité, le médicament, la nourriture, le cadre de vie, ils vont augmenter la TVA. Ils vont gréver le ménage. Ils vont augmenter les charges des citoyens. Donc, est-ce qu'a-t-on encore besoin de ça? Moi, je dis non. Quand on regarde ce que le Sénat va coûter aux citoyens maliens par rapport à ce qu'il est censé lui apporter, alors les conséquences seront plus graves que l'avantage. On peut se passer des services du Sénat pour miser sur l'Assemblée afin de bénéficier de ce contrôle et d'échapper, si vous voulez, encore à cette nouvelle charge qu'ils veulent imposer au peuple malien. Je crois que si nous voulons être responsables, nous voulons être pragmatiques, le Sénat n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que l'Assemblée nationale peut bien l'assumer si les députés acceptent de jouer leur partition, et nous économiserons ces milliards qu'on pourrait éjecter dans d'autres secteurs, en construisant des ponts, en subventionnant des médicaments de base, en soutenant des produits alimentaires, en créant et en soutenant des fonds, en créant des fonds de soutien aux entreprises, en équipant l'armée, en équipant la police. Bref, ce fonds pourrait être utilisé à d'autres fins plus utiles que d'aller vraiment soutenir une chambre qui n'a pas son sens. Donc voilà pourquoi je dis, en réaliste, en pragmatisme, je n'ai pas les moyens de m'offrir le luxe du Sénat au Mali actuellement. Et je ne suis pas en manque d'une chambre capable d'assurer le même rôle que le Sénat. Premier motif de rejeter cette constitution. La deuxième raison, ça tient d'abord par, si vous voulez, la modification de cette partie de la Constitution de 92 qui quasiment respectait la volonté et la place du peuple souverain dans la modification de sa loi fondamentale, la Constitution. C'est vrai, on entend Kassim Tapo sur la télévision, Djidjara, les éloquents, les grands timpimpards, des véritables griots de l'ère moderne, pensant qu'il suffit tout simplement d'allier les sujets plus le verbe les là, et que tout va passer, la doctrine des Prouti Pipo, juste simplement bien parler. Mais dans le fond, derrière les lettres, l'esprit, il est pauvre. L'argument est nul, pathétique, décevant, lamentable, ridicule. En disant que la Constitution, le projet ne prévoit pas de toucher à la limite, à la durée du mandat qui resterait 5 ans, et que la limite de 2 mandats n'est pas sautée, que le verrou il est là. Mais c'est que la majorité s'abstient de dire, dans le projet de révision qu'il porte, voyez-vous que la Constitution de 92, qui est de nature rigide, pour la modifier, la réviser ou la changer, il faut forcément passer par 2 étapes, l'adoption par l'Assemblée et le référendum obligatoirement, consulter le peuple. Le projet porté par IBK prévoit que désormais la Constitution est modifiable, révisable, changeable par les 2 tiers des congrès. Ça veut dire que les 2 chambres réunies de l'Assemblée et du Sénat, quand les 2 tiers acceptent de modifier une telle loi, on n'a plus besoin de consulter le peuple. Ça veut dire quoi? Dès l'adoption de cette Constitution, le 9 juillet, si IBK et que le Sénat est mis en place, si IBK veut changer la durée du mandat de 5 ans à 7 ans, il suffit tout simplement que les 2 majorités des chambres acceptent de changer.